Le groupe État islamique revendique via son agence de propagande le double attentat suicide perpétré dans la capitale irakienne Bagdad. La double attaque menée sur un marché très fréquenté a fait au moins 32 morts. Ça fait 3 ans qu'une telle attaque n'avait pas eu lieu à Bagdad. Bonjour Wassim Nasr, vous êtes notre Bonjour. spécialiste des mouvements djihadistes. Tout d'abord, pourquoi Bagdad? Bagdad, c'est important, c'est la capitale, c'est la manière de l'État islamique de remarquer le coup, de dire qu'il est encore présent et en capacité dans la capitale. Mais effectivement, c'est le premier attentat au cœur de Bagdad, kamikaze, depuis janvier 2018, mais ce n'est pas le premier dans les faubourgs, on va dire, de Bagdad. Donc il y a eu plusieurs attentats dans les faubourgs de Bagdad. On a une carte, on peut les voir. Donc en janvier 2018 jusqu'à janvier 2001, 3 ans, il y a eu en mai une attaque à Sadr City, qu'on va voir. Donc, c'est un quartier chiite où le kamikaze était kurde, hein, c'était un djihadiste kurde. On a le 24 juin 2019 à Al-Baladiyat et le 15 juillet également contre des chiites dans le quartier d'Al-Ma'alif. Donc, ces 4 attentats sont des attentats kamikazes. Et le dernier, au cœur de Bagdad, c'était aussi le même mode opératoire, donc 2 kamikazes en même temps. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu plus d'une centaine d'attaques dans Bagdad depuis. Donc depuis 2018, entre 2018 et aujourd'hui, donc des attaques, des assassinats, des petits explosifs, etc. Donc ils étaient encore présents, sachant que ce genre d'attaque, en tout cas contre des rassemblements de civils, comme ce quartier-là, qui était à la base un quartier mixte, puis devenu de plus en plus un quartier chiite, est un mode opératoire qui est très contesté, même au sein d'Al-Qaïda même. Ça veut dire quand Al-Qaïda était encore en Irak, c'était un des points de discorde avec Zarqawi, qui lui voulait attaquer les chiites de manière indiscriminée, parce qu'Al-Qaïda estimait que c'était contre-productif. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue à être un point de fracture, en tout cas entre l'État islamique et Al-Qaïda. Et même un ancien chef de l'État islamique qui est aujourd'hui à Idlib et qui avait rejoint le Front Nusra puis Al-Qaïda avant de les quitter, s'est exprimé aujourd'hui en disant cet acte est criminel qui touche de manière indiscriminée des pauvres, des indigents sunnites et chiites. Donc on voit que ce mode opératoire qui vise des civils de cette manière-là crée un clivage même au sein même de la mouvance djihadiste. Mais quelle est la puissance aujourd'hui, actuellement, de l'organisation État islamique? Quelle est leur capacité d'organisation? Il faut aussi imaginer qu'on n'improvise pas un double attentat kamikaze. Ça veut dire qu'il y avait des cellules déjà présentes dans la capitale et qui attendaient le bon moment. Parce que le bon moment, c'est l'opportunité de frapper. Le timing, on peut le ramener des fois à Biden, aux élections irakiennes, etc. Mais il faut imaginer que l'État islamique, il saute sur une opportunité quand il en a les moyens, peu importe les agendas internationaux. Après, on peut se dire qu'ils ont gardé cette capacité en espérant qu'il y aura un envenimement de la situation entre milices chiites et gouvernementales et qu'eux pourraient passer à l'action après. Mais le fait est aujourd'hui qu'ils ont saisi cette opportunité avec 2 kamikazes, mais ça dénote aussi, la question est intéressante, parce que ça dénote avec les autres périodes où ils commettaient des attentats coordonnés, avec des voitures piégées, dans plusieurs endroits en Irak, avec des cibles prioritaires et beaucoup de dégâts matériels et humains. Donc ils affirment leur présence, mais ça n'a rien à voir avec la présence qui était les leurs il y a encore quelques années, avec la montée en puissance de 2013-2014. Ils sont plus isolés, visiblement. Ils ont plus du mal, en tout cas. On voit qu'il n'y a plus de voitures piégées. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'il y a compétences humaines et techniques moindres. Et on voit que les attentats ciblent des cibles qu'on peut qualifier, entre guillemets, de molles. Ça veut dire des civils. Ils n'attaquent pas un convoi militaire. Ils attaquent pas. On parle de Bagdad même, hein. Mais si on élargit au-delà de Bagdad, si on Voilà. parle de l'Irak, on a une carte aussi qu'on peut voir. Quelle est leur logistique et de quels moyens ils Voilà, disposent? on voit aujourd'hui qu'entre Irak et Syrie, c'est totalement lié. Hein. Ça veut dire, sur 2020, on va voir la carte, elle va parler toute seule, on voit le nombre d'attentats qu'il y a eu et d'attaques et d'opérations militaires à cheval entre les deux pays. Donc là, c'est une carte qui a été faite par Aaron Zelin du Washington Institute, et on voit, c'est ce qui s'est passé sur 2020. Donc on a la Syrie de ce côté du nord jusqu'au sud, puis l'Irak jusqu'à la frontière saoudienne, et on voit le nombre. Voilà, le Kurdistan irakien, il est là. Donc Erbil, c'est là. Donc on voit le nombre d'attentats, donc attentats, attaques, opérations, assassinats, donc tout compris, revendiqués par le groupe, éprouvés par les médias locaux. Donc on voit qu'ils ont une présence affirmée, en tout cas dans les zones rurales,
ce qui est important, et pas dans les villes. Parce que ça fait partie aussi de leur stratégie, et ça répond à votre question, de s'implanter dans les zones rurales en profitant des griefs réels dans ces zones-là, après des années de guerre, d'échéances économiques, d'absence de la vie politique en Irak, et surtout des camps de réfugiés qui parsèment le Kurdistan irakien, l'Irak et la Syrie, et c'est là où ils recrutent. Donc des gens qui sont en déshérence, et ils arrivent à les recruter et à conduire des opérations avec cette force humaine, qu'on va dire, qui se nourrit des griefs qui sont bien réels depuis des décennies maintenant. Donc réelle présence dans les provinces sunnites rurales, surtout la nuit, où ils arrivent à nouveau de créer un impôt, lever une taxe, cautionner la population, mettre des checkpoints, s'attaquer à des postes de l'armée isolés, et c'est le cas donc au nord de l'Euphrate en Syrie, en Irak dans les provinces à majorité sunnite, et surtout aussi au sud de l'Euphrate en Syrie, où ils s'attaquent de plus en plus à l'armée syrienne d'une manière assez coordonnée et militaire, comme pendant la période d'apogée 2014-2015. Merci beaucoup Wassim Nasr pour votre analyse. Merci d'être venu.